Que de suspense! Il ne reste que 20 jeux de mon top. Alors si jamais vous n'avez pas écouté les tops précédents, je vous invite à retourner en arrière pour aller voir les autres choix. Parce que là, je me prépare à attaquer les choix numéro 20 jusqu'à 11. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un autre top et cette fois-ci mon top 100 avance très bien parce que je suis rendu au numéro 20 jusqu'à 11. Alors on est tout près du top 10 de mes jeux favoris de tous les temps. Et ce top-là a été rendu possible grâce à nos backers Patreon. Donc si jamais ça vous intéresse de vouloir nous supporter via Patreon, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo pour voir tous les détails. Mais là, sans tambour ni trompette, je vais commencer immédiatement avec la position numéro 20. Alors, cette fois-ci, j'ai fait un petit exercice parce que j'aurais probablement dû commencer lors de ma dernière vidéo, mais il y a 3 ou 4 ans sur la chaîne, j'ai fait mon top 30 et je me suis amusé à revisiter certains de ces jeux-là pour regarder. Alors, je vais vous donner la position à laquelle le jeu était, juste un petit comparatif. J'ai remarqué également que la moitié des jeux sont nouvellement arrivés dans mon top, donc il y a 3-4 ans, la moitié des jeux n'étaient pas encore en cette position-là. Alors, je commence avec le numéro 20, Gloomhaven. Alors, Gloomhaven a été une grosse surprise pour moi parce que lorsque j'ai fait mon dernier top, le jeu venait tout juste de sortir et j'avais déjà joué pratiquement une trentaine de parties. Alors, c'est un jeu qui était monté très haut dans mon palmarès jusqu'en numéro 2 et c'était le deuxième jeu de ma liste à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Gloomhaven pour qu'il descende? Eh bien, je dirais que le problème, c'est que j'ai joué intensivement au jeu quand il est arrivé. J'avais une campagne avec un ami. Après ça, à un moment donné, ça a moins bien marché avec l'ami. Ben là, finalement, j'ai un autre ami qui venait avec une campagne. Là, on faisait une campagne différée comme ça un peu. Et j'ai joué beaucoup de scénarios. Mais après ça, j'ai joué une, deux fois en solo. Et je me suis rendu compte que c'est pas le genre de jeu solo que j'apprécie parce que le problème, c'est le management, tout gérer ça. Avoir une table dédiée, que je pourrais laisser une table au sous-sol, une salle de jeu, avoir une table là, j'installe mon Gloomhaven, je vais jouer parfait. Mais moi, souvent, je vais jouer sur ma table de cuisine, donc de démonter, de remonter, de démonter, de remonter le jeu. Oh! Pourtant, Gloomhaven est vraiment un excellent jeu. Et là, vous savez, je me permets toujours mes petites triches. Voici ma triche. Je vais rajouter aussi Jaws of the Lion, ce qui fait en sorte que le jeu va être un peu plus actuel. Jaws of the Lion, c'est quoi? Eh bien, c'est une version un peu simplifiée, rapetissée, moins de gros scénarios, moins de grosses campagnes, moins de grosses surprises, mais beaucoup plus accessible et facile à sortir parce que le jeu vient avec un livret avec les scénarios là-dedans. Donc, ça fait en sorte que Gloomhaven redevient beaucoup plus accessible et redevient intéressant à jouer en solo aussi. Parce que oui, comme j'expliquais, Gloomhaven a énormément descendu, mais c'est à cause que j'avais pas joué au jeu de base depuis une éternité. Et malgré le fait que ce soit un bon jeu, de retomber là-dedans, c'était comme ouf, ok, il y a du stock là-dedans. Fait que je dirais que lorsque Jaws of the Lion est arrivé, ça a redonné un souffle nouveau, puis c'est la raison qui a fait en sorte que Gloomhaven est comme resté d'actualité un peu dans mon cœur. Ça reste un tellement bon jeu. Le concept de jeu-là est vraiment excellent. Un jeu de... On le regarde visuellement, on dit « Ah, ça va être un jeu de combat dans un donjon, on brasser des dés. » Non, le jeu vient avec des systèmes de cartes, d'initiative, d'action, et ça fait en sorte qu'on peut pas se permettre de perdre notre temps. On est serré par le temps parce que les cartes qu'on va jouer, éventuellement, on pourra plus en avoir, et lorsqu'on en a plus, c'est fini pour notre personnage. Donc, on peut pas se permettre de dire « Ah, ben, je vais aller chercher l'argent ici tranquillement, faire mon petit bout de chemin. » Puis non, il n'y a pas de temps à perdre avec Gloomhaven. C'est vraiment un jeu très technique, très intéressant et un excellent jeu. La preuve, il est quand même en numéro 20. On y va maintenant en numéro 19 avec le jeu Clans of Caledonia. Clans of Caledonia est un drôle de jeu parce qu'il vient dans une boîte. La boîte aurait dû être 2 fois plus grosse. Vous savez, des fois, souvent, on va dire « Ah, bon, c'est bien, le jeu Splendor, il vient dans une grosse boîte puis il y a à peine de matériel. » Clans of Caledonia, c'est complètement le contraire. Il vient dans une petite boîte, mais j'aurais probablement aimé l'avoir dans une plus grosse boîte parce que c'est un jeu que le matériel rentre serré. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va gérer du positionnement sur un plateau de jeu, donc avec différents bâtiments. Et on va avoir un plateau personnel. Là, chaque fois que notre bâtiment va être placé ou notre si on veut ça peut être, si on veut les divers ressources qu'il y a à travers ça, là, les animaux ou encore des bâtiments, et on va pouvoir générer des ressources comme ça. Mais le jeu est avec un système d'économie que j'adore, un système qu'on va acheter différents éléments et on va faire baisser ou monter le prix de ces différentes ressources-là, parce que les ressources, on va devoir s'en servir pour faire des contrats.
C'est un jeu vraiment, vraiment incroyable. Clans of Caledonia, un jeu que je n'ai pas joué depuis un petit bout de temps, mais ça reste quand même un jeu que j'aime beaucoup, la preuve en position numéro 19, et c'est vraiment, vraiment un chef-d'œuvre. Et un des rares jeux que je me suis dit que j'aimerais bien avoir dans une boîte un petit peu plus grosse, mais tout de même, ça finit par rentrer, et côté espace, ratio espace et plaisir de jouer, Clans of Caledonia est probablement très, très haut dans cette liste-là. Je continue en numéro 18 avec un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Tyrants of the Underdark. Alors, les Tyrans de l'Underdark, c'est un jeu de deck building avec du positionnement. En fait, ça va être du contrôle de territoire qu'on va placer et le jeu est tellement bien pensé. Bon, premièrement, c'est un thème de Donjon Dragon, un thème qui me plaît beaucoup. C'est Drizzt Do'Urden avec Menzo Berranzan, les villes comme ça. Moi, j'ai lu les romans quand j'étais plus jeune. Donc, c'est certain que le thème, cet univers-là de Forgotten Realms me plaît beaucoup. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que vous savez, bon, on est habitué avec un deck builder, mais celui-là a été fait il y a déjà quelques années et c'est un deck builder où on va devoir jouer les cartes et on va devoir placer avec certaines de nos cartes un positionnement. Donc, on a une représentation physique sur le plateau et là, on va placer des unités, on va tenter de justement étendre nos espaces de manière à avoir des majorités parce qu'il y a beaucoup de area majority, donc des majorités de zones. Et là, on va devoir tenter de se placer tout en jouant nos cartes et en utilisant un concept très intéressant qui se trouve à être, on va placer des cartes des fois et on va les retirer de notre deck. Bon, vous savez, tout bon deck builder, on a des cartes, on en achète d'autres, ça grossit un peu notre deck. De temps en temps, on va trimer un peu certaines cartes. Mais dans celui-là, les cartes qu'on va trimer vont être placées dans une zone autre. Ça va être la zone de score. Parce qu'à la fin de la partie, les cartes vont avoir une certaine valeur de points, savoir s'ils sont dans notre deck ou s'ils sont dans la zone là. Et s'ils sont dans la zone qui va faire en sorte que souvent, c'est des cartes qui sont très fortes. Donc, on retire de notre deck, on pourrait plus en bénéficier, mais ces cartes-là vont générer plus de points. J'ai trouvé que le ratio est très intéressant parce qu'on veut utiliser la carte le plus longtemps possible avant de la mettre aux oubliettes, mais en la mettant aux oubliettes, c'est là qu'on va faire des points, le plus de points, puis là, on arrive vers le milieu ou la fin de la partie, là, on a une espèce de sens d'urgence, il faudrait vraiment que j'envoie le plus de cartes possible là, de manière à faire plus de points, donc plein d'éléments très intéressants. Un jeu qui a des belles illustrations, mais un design un peu fade, le dos des cartes est un peu ordinaire. Je dirais que le jeu est tellement bon, tellement intéressant et le jeu mise sur une belle, le artwork est très beau. Les images, c'est très Donjon Dragon, on s'entend, mais je dirais que le jeu aurait bénéficié d'avoir une petite couche de par-dessus pour le rendre encore plus agréable pour tout le monde. Ceci dit, Tyrants of the Underdark, wow, c'est dit vite ça. Ceci dit, Tyrants of the Underdark est un excellent jeu. Je continue avec le numéro 17, un jeu coopératif de deck building qui s'appelle Aeon's End. Un autre deck builder dans cette liste-là. Aeon's End a le bénéfice d'être un jeu pour lequel j'ai énormément de matériel. Et là, je vais dire Aeon's End, je jumelle bien entendu Aeon's End Legacy que j'ai fait, que j'ai même pas terminé d'ailleurs. Malheureusement, l'an passé, j'avais commencé ma campagne et j'ai été arrêté par une certaine pandémie mondiale. Mais en gros, dans Aeon's End, c'est un jeu justement où on va travailler ensemble pour vaincre un vilain. Et là, c'est très, très classique, très typique si on veut. Mais j'ai trouvé que le concept était très intéressant parce que le thème est vraiment super. On est des magiciens dans une espèce bon, très original. Mais on est des magiciens et là, le monde est terminé. Donc, on génère des espèces de portals pour pouvoir attaquer des monstres. Et là, on va souvent jouer des cartes et on va les jouer dans une brèche qu'on va faire. Et là, la carte, on pourra souvent pas la jouer immédiatement. On va la placer dans une brèche et au prochain tour, ou lorsqu'on va le désirer, on va pouvoir lancer le sort. Donc, une espèce d'un petit élément de délayé pour certains sorts qu'on va lancer. Il y a aussi que la plupart des deck builders, lorsqu'on a terminé nos cartes, on va prendre le deck, on va le rebrasser et on va le replacer dessus de manière à commencer. Dans Aeon's End, on prend simplement notre défausse et on la replace sur le dessus. Ça veut dire que l'ordre dans lequel on va placer nos cartes dans la défausse va être très important parce qu'à la fin de notre tour, on va placer dans l'ordre qu'on désire ces cartes-là. Le but, c'est de générer les meilleures combines au meilleur moment. C'est certain qu'on n'est jamais à l'abri d'un méchant qui va nous faire brasser notre deck pour changer nos plans ou que finalement on arrive et que notre combine soit quand même séparée, mais on a toujours moyen de pouvoir garder les cartes ensemble. Ça fait en sorte qu'on puisse préparer une petite stratégie et le jeu est bâti autour du fait qu'on puisse se faire cette petite stratégie-là. C'est un concept que je trouve très intéressant, qui est très original. Il n'y a pas d'autres jeux que je connais qui utilisent ce même concept-là. Et j'ai vraiment trouvé le jeu très agréable à jouer. Je dirais que le seul bémol, c'est que le jeu vient avec beaucoup de contenu. Et là, on pourrait peut-être un peu perdu parce que là, ils ont sorti Aeon's End, Aeon's End New Age, Aeon's End Outcast, Aeon's End. Et là, écoutez... il y en a tellement qui sont sortis, là. J'essaie de regarder les boîtes. Il y a beaucoup de matériel. À un moment donné, je me gardais à jour avec tout ça. À un moment donné, je crois, OK, t'as peu, là. Faut que je slack un peu. Mais, même n'importe quelle boîte de base, prenez n'importe quelle boîte de base, un bon challenge,
un jeu très entraînant, très agréable. Et c'est un jeu que malheureusement, j'ai pas joué depuis un petit bout d'ailleurs. Ça me donne le goût d'y rejouer. Je pense que je suis dû pour ça. Je continue à numéro 16 avec le jeu Expedition to New Dale. Alors, mes amis amateurs d'Alexander Pfister, je vous présente le dernier Alexander Pfister qui est dans cette liste-là parce que j'ai pas joué à Maracaibo qui aurait probablement beaucoup de potentiel et c'est le jeu que j'ai préféré de cet auteur-là. Alors, Expedition to New Dale est un jeu qui va vraiment tirer beaucoup de petites cordes que j'aime beaucoup parce que le jeu a un système de combine très intéressant. Bon, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On a un concept de base de placement d'ouvriers. On va devoir placer 2 ouvriers sur différentes cases, mais le jeu tourne autour des cartes parce que les cartes vont nous générer des ressources et le but, c'est de réussir à faire des chaînes de production. Je m'explique. Lorsqu'on va jouer certaines cartes, il va y avoir différents éléments sur les cartes. Bon, une habilité d'un bâtiment, aussi une sorte, un type de carte, une carte de bois, une carte de foin. Et on va pouvoir jouer éventuellement des cartes de manière à générer des ressources. Les ressources se génèrent avec d'autres cartes. Donc, si on veut générer du bois, on va pouvoir utiliser l'action pour pouvoir justement faire produire le bâtiment et on va pouvoir défausser plein de cartes de notre main pour pouvoir bonifier cette action-là. On va pouvoir également faire des combines avec d'autres bâtiments, donc générer, changer des ressources, convertir des ressources en d'autres ressources. Le tout vient avec un petit concept de push your luck très sympathique. Et là, c'est drôle de mélanger ce genre de choses-là, mais dans le jeu, dans New Dale, ce qu'on va faire, c'est que justement notre ouvrier, on va être amené à pouvoir aller placer notre ouvrier pour pouvoir produire, que notre bâtiment produise. Mais pour que notre bâtiment produise, il va devoir remplir certaines conditions. Donc, si on veut des petits bonhommes de couleur, ça se trouve être des ouvriers généraux qui vont travailler pour tout le monde. Et là, ce qu'il va avoir, il va avoir un sac et on va tirer le nombre d'ouvriers et les couleurs des ouvriers vont déterminer les actions qu'on va avoir accès. Donc, si jamais on a décidé de produire un bâtiment et on n'a pas assez d'ouvriers d'une couleur, notre bâtiment ne produira pas. Donc, si on veut, on peut également justement choisir de pouvoir dire, bon, je vais y aller un peu ce qu'on appelle sloppy, donc de jouer notre carte, ça va produire moins de ressources, ça va demander moins de travailleurs de couleurs différentes. Et là, comme je dis, le côté push your luck vient du fait qu'on a un certain nombre de travailleurs qu'on sait qui vont être disponibles et on va être dans un sac pour en tirer des supplémentaires. Donc souvent, si jamais on veut pousser notre chance à aller prendre ces petits bonhommes-là, ça se pourrait qu'on se tire dans le pied et qu'on perde tout. Donc souvent, je vais y aller plus conservateur, mais l'effet de combo, des choses comme ça, c'est vraiment de générer, faire des productions en chaîne, de produire plein de choses. C'est un concept que j'adore. Le jeu est d'ailleurs repris le concept de base est repris du jeu qui s'appelle Oh My Goods, un petit jeu de cartes encore une fois d'Alexander Pfister, plutôt sympathique. Donc Expedition to New Dale, si jamais vous n'y avez pas joué, je vous le conseille fortement. C'est un jeu qui pour moi est vraiment agréable en solo parce que mes parties vont durer à peu près 45 minutes. Il me donne un feeling très consistant de jeu, très rapide à faire, très rapide à jouer, des scénarios différents qui ont des conditions de départ différentes, des cartes qui vont être impliquées. Je trouve que ce jeu-là a vraiment tout pour lui. On est maintenant rendu au numéro 15 et c'est le jeu Agricola. Alors premièrement, la dernière fois que j'ai fait mon top, il y a quelques années, Agricola est en numéro 11. Donc une petite descente sur ce côté-là. Ce qui est drôle avec ça, c'est que je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo de Caverna. Et là, j'ai passé tout près de mettre Agricola et Caverna ensemble parce que les jeux tirent énormément de leur ADN qui est similaire. Parce que la base du jeu est vraiment essentiellement la même. La seule différence principale en tant que telle, c'est que Caverna est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus facile d'accès, beaucoup moins punitif. Tandis que Agricola, et on a l'impression d'être serré à gorge pour essayer de réussir à nourrir notre famille et tout faire ce qu'on a besoin de faire avec nos ressources. On gratte fort. Et lorsque ça commence à bien aller, la partie est terminée. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui me tannait un peu à ce moment-là. Mais après y avoir rejoué, je me rends compte que... Et là... Monsieur Rosenberg avait dit ça, si on est pour jouer 5 fois, je jouerai à Caverna. Si on est pour jouer 50 fois, je vais jouer à Agricola parce que Agricola est vraiment plus complet comme jeu parce que à la base, on va recevoir des améliorations, des cartes qu'il va avoir. Lorsqu'on joue un peu plus, on commence à les drafter parce qu'on commence à les connaître et le jeu vient avec beaucoup de cartes différentes, beaucoup de decks différents. Et c'est ces cartes-là d'aménagement et qui vont servir et de savoir-faire qui vont servir tout au long de la partie pour développer notre moteur, ce qu'on va réussir à faire. Parce que oui, dans Agricola, le but principal, c'est de réussir à nourrir notre famille en générant des actions, en faisant des ressources. Donc, on va faire pousser des légumes, mais on va également devoir avoir des animaux et là, faire des petits enclos, des choses comme ça. Agricola gagne tellement à être rejoué, ce jeu-là, parce que c'est un jeu que oui, on se sent serré, mais la manière de fonctionner, parce que le problème dans Caverna, c'est que Caverna est un jeu de type sandbox, donc bac à sable. On a
un paquet d'options, on a accès pratiquement à toutes les options, et là, selon les cases qui vont être libres tout au courant de la partie, qui vont révéler des nouvelles actions, on va pouvoir aller vers certaines choses. Dans Agricola, la gestion des cartes de départ va vraiment déterminer la partie qu'on va avoir, parce qu'il y aura, de cette façon-là, il n'y aura pas deux parties pareilles, parce qu'on va vouloir miser, optimiser les cartes qu'on a en main. On réussira jamais à toutes les jouer ou pratiquement, et là, on va devoir réussir à trouver les combines qui vont faire en sorte de pouvoir justement créer notre full engine, idéalement, mais aussi de pouvoir justement générer des points. Donc, un jeu que oui, on se sent pris un peu à la gorge. Les gens qui connaissent un peu moins ce genre de euro-là vont le jouer, vont le trouver très constrictif, très punitif comme jeu, mais lorsqu'on rejoue, et là, même après avoir rejoué à Caverna, je reviens à Agricola, puis je me rends compte que wow, ok, Agricola est vraiment un excellent jeu. Ceci dit, les deux méritent quand même de coexister dans ma collection. Agricola est simplement celui que je préfère entre les deux. Je continue en numéro 14 avec un jeu qui s'appelle Space Corp. Et là, c'est drôle parce que tout récemment, j'ai joué une partie de Space Corp. C'est quoi? C'est un jeu d'exploration spatiale. C'est un jeu de GMT Games. Alors, GMT est une compagnie connue pour ses gros jeux de guerre historiques, des jeux qui ont une espèce des jeux très niches, mais qui ont des fans, vraiment, les gens qui trippent sur ce genre de jeu-là. Je sais que Vince adore ce type de jeu-là. Je connais beaucoup de gens aussi qui aiment ça. Mais moi, c'est pas un type de jeu que je vais porter à jouer parce que j'ai pas du genre de joueur pour ça. Souvent, c'est des jeux qui sont très longs. C'est des jeux un peu plus, je dirais, un peu plus spécialisés. Space Corp, ce qui me plaisait beaucoup, c'est le jeu, c'est un concept d'exploration spatiale parce que dans Space Corp, on se battra pas contre les autres. On est des corporations, on veut générer plus d'argent, mais on va devoir explorer. Et le jeu semble tellement intimidant au départ, mais je blague souvent en disant c'est comme mon premier GMT, en voulant dire que c'est un jeu de la compagnie GMT, mais qui est tellement simple et tellement facile à prendre en charge parce que à la base, on est un peu intimidé, mais le jeu est très facile parce qu'on va jouer une action, on va jouer une carte on va choisir une action, on va pouvoir bonifier l'action avec des cartes qu'on va avoir en main. Donc, si je décide de faire move, je vais pouvoir défausser des cartes et regarder sur mon plateau, je vais générer une certaine valeur. Donc, exemple, move 3. Et là, je vais pouvoir me déplacer. Là, selon certaines zones qu'on va déplacer, vont coûter un certain nombre de sortir son vaisseau. À la base, c'est très, très simple. On va faire une action avec une puissance d'action. Mais plus la partie va avancer, plus les actions vont devenir intéressantes et plus on va devoir explorer les confins et les confins spatiaux. Ce que je trouve le fun avec ce jeu-là, c'est que je l'ai joué pratiquement uniquement en solo, mais en solo, je l'adore. Et là, c'est un jeu qui est quand même assez long. Je dirais qu'une partie de A à Z va se faire habituellement aux environs de 3 heures. Et là, 3 heures, habituellement, c'est pas le genre de temps que je vais jouer un jeu solo, mais pour celui-là, j'aime vraiment ça. Si jamais ça vous intimide, le jeu vient fragmenté en 3 époques. Donc, lorsqu'on a fini la première époque, on va complètement enlever le plateau de jeu au complet avec tous les éléments qui se retrouvent dessus pour garder seulement quelques petites choses sur notre plateau de jeu. Donc, essentiellement, notre plateau de joueur, on va pouvoir simplement faire une sauvegarde et recommencer le lendemain, de prendre son plateau de joueur avec les 2-3 éléments qui sont dessus, sortir le nouveau plateau et recommencer. Et on fait la même chose pour une 3e étape. Donc, si jamais on veut faire les époques séparées, on peut faire simplement 3 petites parties d'1 heure. On peut même ranger le jeu, pas de problème. C'est un système de sauvegarde qui marche très, très bien. C'est un jeu que j'aime énormément et c'est un des rares jeux que j'ai le goût de jouer en solo aussi longtemps que ça. D'ailleurs, ma partie que j'ai faite cette semaine, je me suis dit, je vais faire la première époque pour me mettre un peu dedans. Avant d'en parler dans mon top, je vais y rejouer pour essayer de voir. Et là, je me suis parti, tant qu'à faire l'époque 1, je vais faire l'époque 2. Et là, rendu à l'époque 2, ok, parfait. Tombe à la 3 et le jeu prend c'est vraiment une belle exploration, une belle épopée d'exploration spatiale et un jeu qui est très surprenant à prendre en main, donc très facile. Si jamais c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser, mais vous semblez intimidé par ce genre de jeu-là, bon, oui, le prix est intimidant, c'est certain, mais je dirais que le jeu est tellement clean, tellement beau, tellement bien pensé. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Je pense que c'est un jeu qui a peut-être le potentiel d'éventuellement monter un petit peu plus haut dans ma liste, quoique en numéro 14, c'est quand même déjà très élevé. Je continue en numéro 13 avec un jeu du designer Vladimir Suhi, c'est le jeu Underwater Cities. Underwater Cities est un jeu de placement d'ouvriers, mais aussi on va avoir des gestions de ressources. On va également avoir un plateau parce qu'on va devoir construire des villes sous l'eau et là générer avec un système de tunnels pour pouvoir se déplacer. Donc on a un petit côté plateau de jeu personnel, on a un petit côté où on va jouer des cartes différentes encore une fois pour générer des combines et là des combines, quelque chose que j'aime toujours beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est le concept de placement d'ouvriers parce que lorsqu'on va placer notre ouvrier, notre jeton si on veut sur une case,
on va pouvoir générer des actions à cette case-là. Mais on va également devoir défausser une carte. Et si la carte est de la même couleur, il y a 3 couleurs différentes, si la carte est de la même couleur, on va également pouvoir générer les effets de la carte. Ça fait en sorte que ça amène un jeu de gestion de cartes, gestion de main tellement intéressant, de trouver le bon moment pour pouvoir jouer la bonne carte, choisir les effets dans l'ordre qu'on le désire, de manière à vraiment optimiser notre jeu. Et c'est là la base de ce jeu-là, optimiser chacune de nos actions pour en tirer le plus possible. Comme je disais, générer des ressources, mais là, on va également pouvoir placer ça justement sur notre système et on va pouvoir également, à la fin des tours, générer des ressources, générer des choses comme ça, faire des petits bâtiments, faire des tunnels pour essayer d'aller chercher, d'aller connecter différentes zones sur son plateau de jeu. C'est vraiment, vraiment un jeu absolument incroyable et un jeu que je vous conseille. Je continue en numéro 12 avec un jeu qui se trouvait en numéro 15 à l'époque. C'est le jeu Suburbia. Alors, premièrement, j'ai acheté la grosse édition du collectionneur de Suburbia que j'ai reçu l'an dernier. J'étais tellement content et j'ai pratiquement pas eu l'occasion de jouer à cette version-là. Mais c'est un jeu que j'ai joué beaucoup et j'ai joué énormément l'ancienne version. Ceci dit, je suis vraiment dû pour le sortir sur une table. Mais à la base, c'est quoi Suburbia? C'est un jeu de placement de tuiles où on va créer une ville. Je dirais que si SimCity avait fait un jeu, ce serait probablement ce qui se rapprocherait le plus de ça. Parce qu'il va y avoir différentes zones, des zones commerciales, industrielles et résidentielles. Et là, lorsqu'on va placer des tuiles, on va toujours faire des modificateurs. Donc, selon la tuile, ça va donner plus de revenus ou plus de population. Mais on va être également avec les tuiles avoisinantes. Donc, si la tuile touche à une tuile résidentielle, on perd de la réputation parce que c'est une tuile, mettons, d'une usine chimique. Et là, certaines zones commerciales vont être bénéfiques à être placées à côté des zones résidentielles. Donc, on a une gestion à faire de ces tuiles-là. Le jeu vient avec un système où on va devoir acheter nos tuiles. Donc, ça se pourrait qu'on paye plus cher pour nos tuiles pour avoir la tuile qu'on a besoin. Et là, encore une fois, on peut se trouver des moteurs intéressants à placer nos choses. L'extension Suburbia Inc. venait rajouter énormément de choses avec des bordures qui venaient limiter un peu notre placement de ville parce que là, c'est vraiment un casse-tête. Et moi, j'adore les jeux de placement de tuiles, mais encore plus, j'adore les jeux de gestion de ville. Et là, générer une ville, SimCity est un des jeux vidéo un des jeux vidéo favoris de tous les temps. J'y jouais dans le temps, j'ai pas joué depuis des années, mais j'ai vraiment toujours aimé ce concept-là. Et dans Suburbia, on a vraiment ce feeling-là de devoir gérer notre ville avec différents éléments comme ça. Un jeu que j'ai joué pratiquement une quarantaine de fois dans des jeux comme ça. Et là, je parle même pas de la version mobile parce qu'il existe une version mobile qui est en fait un jeu où il va y avoir des puzzles qui vont être faits là-dedans. C'est vraiment excellent, mais juste en version physique, j'ai joué plus d'une quarantaine de parties. Un jeu que j'adore et probablement que, encore une fois, il faudrait que j'y rejoue. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais j'ai vraiment hâte là, de sortir ma grosse boîte du collectionneur, quelque chose que je regrette absolument pas. C'est vraiment un des jeux que j'ai, des jeux de ce poids-là que j'ai le plus joué. Et si jamais vous aimez les jeux de ville ou de vous créer une ville, vous devez jeter un coup d'œil à Suburbia. La nouvelle édition vient de sortir. Là, il y a une version un peu moins de luxe qui est sortie, mais quand même révisée avec des plus grosses tuiles. Je vous suggère vraiment ce jeu-là. Et si jamais vous voulez découvrir Suburbia, l'application mobile est vraiment géniale. Donc, on a un feeling très intéressant parce qu'on peut jouer, comme je disais tantôt, avec des scénarios qui vont être faits, qu'on va devoir faire. Et c'est vraiment, vraiment un jeu qui se prête très, très bien à jouer en version mobile. Donc, Suburbia, écoutez, en version mobile ou en vrai, c'est un jeu que je vous conseille, un jeu que j'aime énormément. On est maintenant rendu en numéro 11 avec la dernière position de ce top d'aujourd'hui. Alors en position numéro 11, c'est le jeu le plus récent de la liste. C'est un jeu qui est sorti en 2020. C'est le jeu Beyond the Sun. Alors Beyond the Sun a été mon jeu de l'année 2020. Un jeu que j'aime beaucoup et d'ailleurs, il vient d'annoncer une traduction francophone qui va être faite. Donc enfin, le public francophone, il va avoir une réimpression du jeu et il va être fait en français. C'est un jeu que je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil lorsqu'il va sortir parce que moi, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est quoi la base? Eh bien, c'est un jeu un jeu qui se trouve dans le futur, un peu futuriste, mais pas nécessairement trop. En fait, le thème est très simple. La Terre n'est plus viable, on doit trouver une alternative et là, tous les scientifiques du monde se réunissent ensemble de manière à trouver des technologies qui vont nous permettre de pouvoir explorer. Le hic, c'est que tout le monde a son petit agenda parce que non, ce n'est pas un jeu coopératif. C'est un jeu d'arbre de technologie. Alors, si vous êtes comme moi, les jeux de civilisation, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est une des parties que j'aime le plus des jeux de civilisation, c'est de gérer mon arbre des savoirs, un arbre technologique qui va faire en sorte qu'on va faire ça, ça va nous donner accès à ça, et ainsi de suite. Beyond the Sun ne se cache même pas.
C'est un jeu où on doit gérer un tech tree, donc un arbre de technologie. Et avec ça vient un petit concept de placement d'ouvriers. Essentiellement, on plaçait des ouvriers sur certaines cases, mais une gestion de plateau. Et là, il y a beaucoup de monde qui ont vu le plateau et qui le trouvent fade, blanc et laid. Moi, je trouve que c'est minimaliste et je trouve ça très fonctionnel. Bon, c'est certain que c'est pas très tape à l'œil, mais pour ma part, et là je parle vraiment juste de ma part parce que je suis dans une minorité, il semblerait, je trouve que le design du jeu est très épuré et très beau, très clean. Il y a du monde qui trouve ça fade, c'est votre guise, mais moi, je vous invite à passer par-dessus ça pour regarder le jeu parce que le jeu est vraiment génial. On va devoir explorer un arbre de savoir et là, les technologies qu'on va découvrir, les autres joueurs vont pouvoir les découvrir après, mais si on est les premiers à le faire, on va avoir accès d'avoir priorité et de pouvoir trouver c'est quoi nos différentes technologies parce que chaque technologie a des tiers, si on veut, 1, 2, 3 et 4. Et lorsqu'on va révéler une carte, on va prendre un certain nombre de cartes et les regarder et choisir lequel on va placer pour deviner la technologie qu'on va choisir. Et là, les autres joueurs, lorsqu'ils vont la découvrir, vont avoir accès à cette carte-là, donc essentiellement une nouvelle action. Parce que plus ça va aller, plus on va avoir accès à des actions. À tout ça est jumelé un petit side game, donc un petit jeu de contrôle. On va se déplacer avec des unités, si on veut, sur une case d'exploration spatiale pour aller chercher des systèmes. Et là, si on réussit à coloniser, donc avoir assez de vaisseaux spatiaux qui vont être placés sur cette colonie-là, on va pouvoir la coloniser justement, retirer la carte, recevoir des bénéfices, etc. Ce qui est vraiment génial avec ce jeu-là, c'est que malgré le fait que on a vraiment plusieurs petits éléments. Le jeu est bien pensé avec les dés. Et là, les dés agissent à titre de ressources. Et là, certains dés vont avoir compter pour des ressources, compter pour des petits vaisseaux, des choses comme ça. Et les vaisseaux vont avoir certaines valeurs. Donc, on brassera pas les dés. Là. On voit souvent les dés, on a l'impression que, OK, on va brasser la chance de brasser. Pas du tout. Les dés agissent simplement à titre de ressources. Un concept tellement fluide. Et là, c'est un des jeux que j'ai pas eu l'occasion encore de jouer avec plus que 2 joueurs. J'ai joué un petit peu à 2 joueurs et j'ai même joué en solo, malgré le fait qu'il n'y ait pas de mode solo. J'ai eu énormément de plaisir à jouer 2 personnes. Et là, habituellement, c'est pas quelque chose que je vais faire, c'est quelque chose que je vais faire pour une partie, pour explorer la première fois un jeu, pour voir un peu le mécanisme. Mais là, j'ai beaucoup de plaisir à contrôler le joueur A et le joueur B et à m'affronter parce qu'il n'y a pas d'informations cachées. Chacun son petit agenda, il va essayer de faire ses petites choses et c'est de réussir à trouver les meilleures combines. Et j'ai vraiment aimé ce jeu-là. J'ai hâte d'y jouer avec d'autres mondes. J'ai hâte de faire une partie à 3 ou à 4. C'est un jeu qui tire tellement de ficelles que j'aime, donc des combines intéressantes, gérer l'arbre de technologie. Et là, il y a un mode avancé que j'ai même pas encore eu l'occasion de jouer, où on a un plateau alternatif pour pouvoir voir les différentes technologies, plus orienter un peu vers qu'est-ce qu'on veut aller, parce qu'on n'aura pas toutes les technologies à chaque partie. Même chose dans les technologies de niveau 1, on n'aura pas toutes les cartes, on va en explorer un certain nombre. Et lorsqu'on connaît un peu plus ces cartes-là, on commence à savoir un peu où on s'enligne. Donc, avec le mode avancé, on a, si on veut, une espèce de forecast, on va pouvoir voir des cartes, donc on a un peu plus de contrôle sur ce qu'on va avoir puis sur ce qu'on va vouloir et ça va pouvoir permettre de pouvoir trouver ces petites combines-là. Donc, un jeu que j'ai très hâte de continuer à jouer, un jeu qui a du potentiel pour monter encore plus parce que, je vous le répète, j'ai pas joué énormément à ce jeu-là, mais il a tellement fait de bonne impression qu'il se retrouve tout proche de mon top 10, donc en numéro 11, le jeu le plus récent de cette liste-là et qui est appelé à monter encore lorsque je vais réussir à pouvoir y jouer un peu plus. Beyond the Sun, un jeu vraiment incroyable. Et c'est probablement un des jeux où j'ai le plus de buzz, donc de traction, parce que les jeux de mon top 10, c'est tous des jeux que j'aime beaucoup, bien entendu, mais c'est pas des jeux qui sont nécessairement plus d'actualité ou qui sont tout nouveaux, le petit boss du moment, là, eh bien, le numéro 11, c'est ça, Beyond the Sun, mais c'est un petit boss du moment qui est assez fort pour être jusque-là et possiblement percer mon top 10. Et voilà! Ça fait le tour de ma vidéo des numéros 20 à numéro 11. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez des jeux que je vous ai parlé. Est-ce que vous êtes intéressé par la nouvelle version francophone qui va arriver de Beyond the Sun? Parce que le jeu a gagné le Diamant d'Or, je crois. Donc, c'est vraiment, le jeu a gagné un beau prix et c'est un jeu que moi, j'ai toujours aimé ça. Je trouve ça vraiment le fun que ce jeu-là ait un peu plus de visibilité grâce à ça et également une version française. Mais y a-t-il d'autres jeux dans cette liste-là que vous trouvez qui sont placés beaucoup trop haut ou encore beaucoup trop bas? Vous voulez me parler de vos expériences avec ces jeux-là? Eh bien, allez-y dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir discuter avec vous. Vous êtes beaucoup là, qui venez et qui jasez. J'aime vraiment énormément ça, entretenir ces petites discussions-là avec vous. Puis des fois, je vous réponds chaque une petite ligne ou deux, mais sachez que j'aime vraiment ça. Je prends le temps de tous vous lire et j'aime beaucoup vos interventions. C'est vraiment une des choses que j'aime le plus de ces vidéos-là parce que oui, c'est des vidéos que j'aime faire. J'aime ça vous partager des jeux, partager ma passion pour ces jeux-là, mais j'aime ça également avoir un petit retour du balancier de votre part. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas enclin à faire ça, gênez-vous pas, marquez-le un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et c'est certain que je vais y répondre. Donc, c'est ce qui clôt ma vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Dites-vous que ce petit clic-là est très simple pour vous, mais c'est un bel encouragement pour nous.
Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!